C'est bon, j'ai démarré l'enregistrement. Donc, c'est parti. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va surtout aborder, c'est un peu plus donc la partie physique que la partie informatique. On va entre autres aborder d'un point de vue mathématique, d'un point de vue physique, comment c'est réaliser concrètement un qubit. On va aussi regarder quelques applications. En gros, pourquoi est-ce qu'on a développé cette technologie? Et quel est l'intérêt pour plus tard? Et en quoi, bah, si ça se trouve, dans 10 ans, ça sera votre futur job. Et après, dans les prochains cours, on va voir un peu plus d'approfondissement, quelles sont vraiment les possibilités. Et entre autres, par exemple, on va voir ce que c'est que l'intrication, ce qui est un phénomène très complexe. Et pour que vous arriviez à comprendre vraiment le phénomène et à mettre quelque chose de physique dessus, bah, il vous faudra plusieurs années probablement, parce que même nous, on n'y arrive pas. Et pourtant, on a passé beaucoup de temps sur le sujet. Et très très peu de personnes le comprennent vraiment et arrivent à mettre quelque chose de concret dessus. C'est vraiment très complexe. Après, on va entre autres parler paradoxe EPR, de différentes portes et autres, et après autres applications qui, voilà. Et après, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura fini tous ces cours? On va probablement, ça dépendra de votre motivation, euh, on va probablement mettre tout ça en pratique. On est actuellement en train de concevoir un simulateur qui appartiendra à l'ENSTA Bretagne et au Q-Club. Et l'avantage de ce simulateur, c'est qu'il est en Python. Donc, il est facile de l'utiliser. Très très facile. Pour ceux qui sont un peu plus déterminés, on a un vrai simulateur qui lui est en C ou en C++. Et on a également accès aux serveurs d'IBM qui eux sont sur des vrais qubits. Et donc si jamais vous arrivez et vous êtes très très motivé jusque-là, on pourra mettre en place des algorithmes qu'on exécutera directement sur des vraies machines quantiques. Euh, et bien sûr, tout cela est gratuit et c'est ça qui est beau. Donc aujourd'hui, d'abord un petit peu d'histoire parce que la physique quantique et l'informatique quantique, c'est avant tout un développement au cours de l'histoire et différentes étapes qui nous ont permis d'arriver jusque-là. C'est la partie un peu relou. Si jamais vous avez déjà fait prépa et vous avez déjà vu ça, on ira assez rapidement. Mais c'est pour ceux qui ont pas, qui vraiment y connaissent rien, pourront comprendre un peu d'où ça vient. Après, donc des applications concrètes, des maths, de la physique et ça sera déjà pas mal. Oui, la petite animation. Donc, une petite citation de Feynman. Si vous croyez comprendre la physique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas. C'est c'est juste pour pour souligner le fait que en fait, soit vous comprenez ça d'un point de vue mathématique, c'est-à-dire que l'objet, qui pourtant est bien physique, hein, par exemple la lumière c'est bien physique, bah, vous la voyez, l'objet auquel vous l'associez c'est uniquement des maths, genre c'est une matrice, genre c'est un vecteur, c'est ce que vous voulez, mais si c'est rattaché à des maths, vous arrivez à pouvoir comprendre quelque chose, mais si jamais vous essayez vraiment de mettre quelque chose de physique et d'essayer de le matérialiser en tant que tel, ça va être très très difficile et voire presque impossible. Mais ça, on verra. Alors, tout d'abord, un peu d'histoire. Euh, au niveau ouais, c'était à peu près au XVIIe siècle. Il y avait deux théories. Vous l'avez probablement vu. C'est l'histoire de la lumière. Est-ce qu'elle agit comme un corps? Est-ce qu'elle agit comme une onde? Il s'avère qu'au final, c'est les deux. Alors, Newton soutenait la théorie du corps, donc c'est-à-dire que la lumière était une particule. Et Huygens, lui, soutenait la théorie de l'onde. Le problème, c'est que la théorie du corps n'a jamais pu démontrer certains phénomènes, et entre autres le phénomène de diffraction. Et c'est pourquoi, à un moment, on s'est retrouvé à dire, bah voilà, c'est forcément une onde. Le problème, c'est que la théorie des ondes n'explique pas non plus d'autres phénomènes. Maintenant, on sait que la lumière est à la fois une onde et un corpuscule, c'est-à-dire c'est une particule qui s'agite dans une direction perpendiculaire à son déplacement.
Après, un autre élément important, ça a été la discrétisation. C'est-à-dire que en termes d'énergie, les différents électrons ne peuvent pas prendre toutes les valeurs d'un spectre. Ces valeurs sont discrètes. Si je prends un exemple, je sais pas, la charge d'un électron est de 10 électronvolts. Si vous l'agitez, vous pouvez monter par exemple à 12 électronvolts, mais vous ne pouvez prendre aucune valeur entre 10 et 12. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que le fait que ce soit discrétisé, ça apporte des possibilités qui sont très grandes. Et entre autres, l'électron, comment il agit lorsque les structures sont très complexes, c'est-à-dire que, je sais pas, il y a 20, 30 électrons, voire plus, au milieu par exemple d'un métal. Pardon? Ah, par exemple, si jamais vous prenez 20, 30 électrons d'un atome en plein milieu d'un métal, les couches et les différents niveaux d'énergie vont être très très proches à certains endroits, et il va y avoir ce qu'on appelle des bandes, des bandes d'énergie. C'est-à-dire que les niveaux d'énergie accessibles par ces différents électrons sont très rapprochés, mais entre deux bandes, vous allez avoir une énergie qui est impossible. C'est-à-dire, par exemple, entre, j'ai repris 10 et 12, mais en réalité, dans des cas complexes, ça va être par exemple entre 10 et 11, vous allez avoir énormément de valeurs qui vont être atteignables. Entre 11 et 12, absolument aucune valeur. Et par exemple, entre 12 et 13, encore plein de valeurs possibles. Et cette propriété-là d'écart entre les différentes valeurs prenables par les électrons euh, explique entre autres la conductivité. C'est-à-dire que lorsque ces écarts entre ces deux bandes d'énergie est très faible, voire est inexistante, vous allez vous retrouver dans le cadre de ce qu'on appelle un métal, et la conductivité sera parfaite. L'énergie atteignable par un électron sera quasiment continue. Dans le cas contraire d'un isolant, les écarts entre les deux niveaux d'énergie vont être tellement élevés que si vous excitez votre électron, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez d'abord détruire votre matériau à cause de la chaleur avant de pouvoir atteindre une conductivité dans le matériel. Et vous avez le cas donc des semi-conducteurs qui, eux, sont un cas intermédiaire où si vous lui donnez suffisamment d'énergie, vous allez pouvoir transmettre de l'électricité et donc avoir une conduction. Mais si vous ne transmettez pas assez d'énergie, vous allez perdre cet effet légèrement conducteur et vous allez obtenir un isolant. Euh, ça n'a pas grand chose à voir avec l'écran, mais c'est pas grave. Et en gros, cette discrétisation, elle est d'abord partie d'un cas très particulier, qui est le cas du corps noir. Si jamais ça vous intéresse, le cas du corps noir, je vous invite à aller en Pyro. C'est là-bas que vous allez pouvoir, entre autres, l'étudier, et étudier aussi les corps gris et des corps beaucoup plus complexes. Mais ce qui se passe, c'est que si jamais on n'avait pas cette discrétisation, on n'arrivait pas à expliquer les résultats expérimentaux sur le corps noir. Et c'est grâce aux lois de Planck de Vienne et de Stevens Boltzmann qui sont basées sur cette discrétisation qui permettent d'expliquer la réaction du corps noir à des hautes températures, entre autres. Ok, donc ça c'est ce que j'ai expliqué juste avant, c'est-à-dire que vous avez vraiment des niveaux d'énergie qui sont atteignables et qui sont quantifiés. Sur des matériaux complexes, vous aurez des bandes d'énergie avec des écarts entre ces bandes d'énergie. Sur des matériaux très simples, genre une particule d'hydrogène, vous allez avoir juste quelques valeurs d'énergie atteignables par l'électron. Et cette énergie peut, par exemple, si vous envoyez suffisamment d'énergie à un électron, il va pouvoir passer dans des états donc de plus haute énergie. Mais ces états de plus haute énergie peuvent redescendre à des états d'énergie inférieure et, par exemple, produire des photons, donc de la lumière.
Donc ça, c'est l'effet photoélectrique qui a été découvert par Albert Einstein, et donc sur une base des équations de Planck. Donc ça, c'est à peu près toutes les personnes qui ont travaillé sur la physique quantique et qui vraiment ont apporté quelque chose d'énorme à toute cette physique et qui ont permis de la développer. On considère Max Planck comme le fondateur de la physique quantique, étant donné que c'est lui qui a vraiment commencé à attribuer le mot quantique et à développer toute cette théorie. Voilà. Donc, d'où vient le photon? Le photon, donc qui est vraiment caractéristique du moment où on est passé on ne sait pas si la lumière est un corps, on ne sait pas si c'est une onde, bah en fait c'est à la fois l'un et l'autre. Et donc ça, on doit ça à Monsieur Einstein et Monsieur Lewis, donc qui est un physicien américain pour ceux qui ne connaissent pas, aux alentours des années 1920, il me semble, entre 1900 et 1920 à peu près, que ce photon a été créé. Maintenant, un peu plus de maths, léger. Vous connaissez probablement la fonction d'onde. Je vous l'ai remise à l'écran pour ceux qui ne la connaissent pas. Si vous comprenez pas tout, c'est pas dramatique. Mais en gros, ce qui est décrit, c'est que un électron, alors j'ai tendance à prendre beaucoup le cas de l'électron parce que c'est celui le plus étudié, mais n'importe quelle particule qui possède une masse ou non est décrit par cette fonction d'onde. Et donc, qu'est-ce que cette fonction d'onde décrit? C'est que on ne sait pas exactement où se situe la particule, mais on peut lui attribuer des probabilités sur l'endroit où elle peut se situer. Et à partir de ça, on obtient ces courbes euh, qui décrivent les probabilités de où est-ce que peuvent se trouver cet électron. Je reviens rapidement sur le chat, au cas où, s'il y a des gens qui ne connaissent pas, ou pardon, qui veulent impressionner en sachant vraiment quelle est la vraie formule. Au départ, c'est juste une expérience de pensée qui disait si jamais on enferme un chat dans une boîte. Cette boîte, on n'a aucun moyen de ne savoir ce qu'il y a dedans, ce qui s'y passe, sans ouvrir la boîte. Et toutes les secondes, il y a une chance sur deux pour qu'un atome radioactif se libère et tue le chat instantanément. Donc, toutes les secondes, vous avez une probabilité d'une chance sur deux que le chat meure. Et ce que disait Monsieur Schrödinger, c'est que tant que vous n'avez pas ouvert la boîte, vous ne pouvez pas savoir dans quel état est le chat, donc vous ne pouvez pas savoir s'il est mort ou vivant. Donc on peut considérer que d'un point de vue extérieur, le chat est à la fois mort et vivant, et on associe à ça des probabilités. Le chat est mort avec une probabilité d'une chance de 1 moins 1 sur 2 à la puissance t, où t est le temps. Et la probabilité qu'il soit vivant est de 1 sur 2 puissance t, donc avec t le temps. Et voilà. Maintenant, un peu d'informatique. Cette fois-ci, on passe à la fin du 19e siècle, donc entre 1960 et 1990 à peu près. Les quatre algorithmes les plus connus, on va dire, sont ceux de David Deutsch, Daniel Simon, Monsieur Grover et Monsieur Shor. C'est des algorithmes qui révolutionnent la façon de penser et la façon de travailler avec l'informatique. Entre autres, par exemple, l'algorithme de Grover vous permet de parcourir tous vos fichiers, de rechercher un fichier en particulier et de le ressortir. Donc, c'est-à-dire quand vous faites CTRL F sur un explorateur Windows, au lieu de prendre 2 heures à ce qu'il liste tous vos fichiers et tous vos comment ça s'appelle? Ouais, tous vos fichiers. Avec un algorithme de Grover, vous allez pouvoir trouver où se situe votre fichier très très rapidement. Les algorithmes de Simon et Deutsch sont plus
basé sur de la théorie et de l'étude mathématique. Et l'algorithme de Shor, lui, est très connu parce que si jamais on arrive à l'implémenter et avoir un ordinateur suffisamment puissant, on peut déjouer l'algorithme qu'on appelle RSA. Et le RSA, qu'est-ce que c'est? C'est un système de transmission de clés. C'est-à-dire quand vous communiquez avec votre banque, vous allez envoyer des nombres entiers qui sont très 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 grands et vous allez les envoyer sur des channels publics qui sont disponibles par tous. Mais la banque, elle aura un nombre en particulier qu'elle connaît de base. Et c'est ça qui va lui permettre de retrouver la clé qui sert d'encryptage au message et à établir une connexion sécurisée entre votre banque et vous-même. Et ce principe est basé sur le fait que si vous prenez un nombre suffisamment grand, trouver ces facteurs premiers est très très long et très complexe. Or, l'algorithme de Shor vous permet de trouver ces nombres, ces diviseurs premiers, très très rapidement. Si jamais vous possédez un algorithme, l'algorithme quantique et l'ordinateur quantique qui va avec, si jamais vous l'avez, je veux bien que vous m'appelez parce que là, vous avez besoin d'une puissance de calcul qui est extrêmement grande. Et si jamais, en fait, vraiment le truc, c'est que on considère le RSA comme sécurisé parce que avec l'ordinateur le plus puissant au monde, vous pourrez jamais réussir à déjouer un tel algorithme. Et vous avez besoin d'étudier plus de possibilités qu'il y a d'atomes dans l'univers. Ce qui, autrement dit, est impossible avec un ordinateur classique. Quelques applications concrètes, autres que le RSA qui est assez compliqué. Là, cette fois-ci, j'ai pris le cas de la médecine. Si vous savez que l'ADN est composé donc de quatre éléments, donc l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Il me semble que il y a que deux combinaisons possibles, c'est-à-dire que si jamais vous avez de l'adénine, vous aurez forcément de la thymine qui va avec, et etc. Mes bases en, en médecine sont assez limitées, donc là-dessus vous pouvez me reprendre si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, vous avez quatre éléments de base. Ces éléments de base, vous pouvez les représenter par un 0 ou un 1. Si vous avez quatre éléments, du coup, vous aurez 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. S'il n'y a que deux combinaisons possibles, comme j'ai fait l'hypothèse ici, vous avez juste 0 et 1. On prend un élément de taille n, c'est-à-dire un ADN qui contient n molécules donc d'adénine, thymine, guanine et cytosine. Si vous cherchez un vaccin, par exemple, vous allez avoir besoin à un moment de déterminer quel est l'ADN du virus. Donc par exemple le Covid ou autre virus, microbe. Mais vous allez avoir besoin à un moment de déterminer son ADN. Et c'est vraiment, une fois que vous avez déterminé son ADN, c'est beaucoup plus simple pour trouver un vaccin. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tester toutes les combinaisons possibles. Bon, bah, pour un élément d'ADN de taille n, vous allez exécuter un test 2 puissance n fois. Donc, si jamais vous avez un ADN de taille 100, ce qui n'est pas forcément très élevé, il me semble, vous allez exécuter un test 2 puissance 100 fois, ce qui est beaucoup. Et donc, soit vous trouvez des moyens d'éliminer des possibilités, donc c'est comme ça qu'on fait actuellement, soit vous tentez de faire ça, mais il est probable que vous n'ayez pas la puissance de calcul suffisante pour trouver de façon brute quel est l'ADN de ce virus. Et donc si on applique ça avec l'informatique quantique, vous allez utiliser ce qu'on appelle une porte d'Adamar. Et si vous utilisez donc vous allez utiliser en l'occurrence n portes d'Adamar. Donc c'est-à-dire vous utilisez autant de portes qu'il y a d'éléments dans l'ADN. Donc cette fois-ci, on va utiliser non pas 2 puissance 100, mais 100 portes.
ce qui est largement moins. Et votre test, vous l'allez exécuter qu'une seule fois. Alors certes, étant donné que l'informatique quantique n'est pas très développée, votre test va probablement prendre 10 000 fois plus de temps que le reste, mais certainement pas 2 puissance 100 fois plus de temps, et le temps gagné reste considérable. J'ai montré. Alors, avec un ordinateur quantique qui a été développé pour des applications très spéciales, on arrive à 56 qubits intriqués chez IBM et Microsoft. Pour vous donner une petite idée, pour trouver un vaccin à un virus de format standard, il vous faut à peu près 110 à 120 qubits intriqués. Donc tant qu'on n'a pas atteint ces 110, 120 qubits intriqués, on n'a pas la possibilité d'utiliser l'informatique quantique pour des applications concrètes de médecine, mais ça risque d'arriver un jour, et ce jour, il est peut-être pas si loin. Je vous ai montré à l'écran là un algorithme. C'est un algorithme très simple qui donc peut être appliqué à la médecine dans le cas où l'ADN est de taille 1. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est juste pour vous montrer un exemple de quel genre d'algorithme on utilise et quel genre de test en fait on va appliquer sur nos qubits pour savoir si quels états nous intéressent. À la fin, on obtient beaucoup d'états superposés, mais on va pouvoir, grâce à des post-traitements, établir quels sont nos vrais résultats et quelles informations nous intéressent vraiment. Si vous regardez la petite sphère, tous les résultats qui sont en rouge seront éliminés en post-traitement et seuls les résultats en bleu seront utilisés. Pourquoi ici, les différents états ont une phase et cette phase en bleu, elle est positive et égale à 0. Et en rouge, elle est exactement égale à pi, donc c'est-à-dire à 180 degrés. Et vous allez pouvoir éliminer en post-traitement toutes ces phases qui sont peu intéressantes. Pourquoi il y a un copyright c'est pas, cet algorithme ne m'appartient pas. Il appartient à une société pour qui j'ai travaillé durant mon stage de deuxième année. Une autre application concrète, en 2017, il y a eu une visioconférence entre l'Autriche et la Chine. Et cette visioconférence a été codée par un algorithme quantique. Donc, c'est-à-dire, vous avez une clé de chiffrage. Cette clé de chiffrage, elle est connue par les deux parties. Elle est connue par le satellite. Et lorsque vous allez transférer vos informations, la clé de chiffrage va faire que euh, les informations qui sont envoyées ne sont pas décryptables. Et l'intérêt de la physique quantique, parce que ça, vous pouvez très bien le faire avec un algorithme très standard et avec des moyens très standards. L'intérêt, c'est que si jamais quelqu'un a regardé et a essayé de déchiffrer l'information, vous le saurez instantanément et vous allez pouvoir changer la clé de chiffrage. C'est-à-dire dès que quelqu'un va vouloir essayer d'écouter et a réussi à écouter, vous allez le savoir à la réception de l'image ou du son et vous allez pouvoir dire bah voilà attendez on arrête la conférence enfin c'est un ordinateur qui fait ça bien sûr hein. Mais on arrête la conférence juste 10 secondes on envoie une nouvelle clé et une fois que la personne a cette nouvelle clé vous pouvez recommencer la conférence et vraiment c'est cet aspect de quelqu'un qui écoute va être instantanément connu des personnes qui sont en train de communiquer. Donc vous êtes sûr à 100%, si jamais vous n'avez pas de détection d'une personne tierce, que votre communication est cryptée. Maintenant un peu de maths. Là c'est le moment où je perds tout le monde. Et sinon, bah bravo. Mais je pense que ça peut être utile. En gros, comment ça se passe?
Là, c'est vraiment d'un point de vue physique. On laisse l'informatique légèrement de côté. On va prendre ce qu'on appelle un espace de Hilbert. Alors, c'est un espace vectoriel complexe, complet, muni d'un produit scalaire hermitien. C'est la définition de base. Euh, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez effectuer des opérations. Et ces opérations, lorsque vous manipulez des informations quantiques, et entre autres dans le cas de l'informatique, vous allez utiliser des opérations qui se situent dans cet espace de Hilbert. Les qubits, eux, sont caractérisés par des amplitudes, et ces amplitudes, elles, sont complexes. C'est pour ça que je vous avais parlé de phase tout à l'heure. C'est parce qu'il y a un terme de phase, donc vous pouvez noter ça REIθ par exemple, pour caractériser une amplitude ou un état. On va noter comme ceci, donc c'est avec on va noter avec cette notation ce qu'on appelle un ket. Un ket, c'est quoi? C'est un vecteur. C'est juste que les informaticiens quantiques ont trouvé plus intelligent d'utiliser cette notation plutôt que la notation de vecteur afin de frimer auprès des autres. Mais il n'y a absolument aucune différence étant donné qu'on se situe dans un espace de Hilbert qui est juste C puissance n. Je l'ai marqué ici. En gros, vous allez pouvoir utiliser des espaces de Hilbert à des dimensions infinies dans le cas où vous essayez d'étudier, je sais pas, l'univers ou des trucs très complexes. Mais si vous restez au stade de l'informatique, vous allez pouvoir avoir un nombre discret et un nombre discret donc d'espaces qui eux sont complexes. Donc c'est juste équivalent à un vecteur. Et vous avez l'application réciproque qui correspond aux fonctions qui est juste un vecteur transposé. Les opérateurs qu'on va utiliser concrètement, ça va être des matrices. Si vous étudiez la physique quantique et non l'informatique quantique, vous allez utiliser des opérateurs. Les opérateurs seront unitaires. Vous avez la définition qui est marquée. C'est pas grave si vous retenez pas ça. C'est même pas très important. C'est vraiment si vous voulez étudier la physique et lire des bouquins de physique quantique poussée, vous allez voir apparaître ce qu'on appelle des opérateurs adjoints et unitaires. Et on voit les définitions sont montrées ici à l'écran. Un petit peu cette fois-ci plus simple. L'algèbre de Boole, vous avez probablement déjà vu ça. C'est juste comment représenter une fonction euh, sous la forme de portes. Et ces portes sont par exemple ce que vous avez à l'intérieur de votre processeur, qui nous permettent de communiquer actuellement. À l'intérieur de votre processeur, vous avez beaucoup de transistors, et entre autres dans ces transistors, vous avez des portes. Enfin non, à l'intérieur, vous avez beaucoup de transistors et vous avez beaucoup de portes à côté. Et donc c'est toutes ces portes qui vous permettent de construire des additions, des multiplications et tout ce que vous voulez. Et donc c'est-à-dire que l'ordinateur de base, c'est des registres avec des informations où il y a des 0 et des 1. Et pour utiliser ces informations, on utilise donc des portes. Et, euh, et donc ces portes peuvent être traduites par de l'algèbre littérale qu'on appelle l'algèbre de Boole. D'un point de vue, euh, comment dire, d'un point de vue informatique quantique, je vous avais parlé de matrice tout à l'heure. Si je reviens, c'est ça. Ouais. En gros, on travaillait avec les petits schémas qui sont en bas. C'est-à-dire qu'on prend la partie gauche pour obtenir la partie droite. Des petits tableaux qui sont ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des produits de Kronecker. Et la différence principale, c'est que quand vous multipliez deux matrices dans l'informatique classique, parce que par exemple, vous utilisez deux opérations d'affilée, vous allez faire une simple multiplication. Maintenant, dans l'informatique quantique,
on utilise le produit de Kronecker. Et ce produit, en fait, qu'est-ce qui caractérise? C'est juste la même genre de multiplication. Le problème, c'est que les dimensions de la matrice d'arrivée sont la multiplication des dimensions de la matrice des matrices de départ. Donc, c'est-à-dire si jamais vous avez A et B qui appartiennent à Mn euh, de C et B qui appartiennent à MPQ de C, vous allez obtenir un produit de dimension et une matrice qui est beaucoup plus grande. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque vous appliquez plusieurs opérations sur un registre quantique, les opérations vont se multiplier entre elles via un produit de Kronecker et avoir des impacts sur beaucoup plus d'états que si jamais vous utilisez un ordinateur classique. C'est juste, ouais, c'est vraiment le fait que à chaque fois que vous allez utiliser une fonction ou une porte logique quantique euh, sur des registres quantiques, les opérations vont se multiplier via ce produit et vont rendre tout de suite beaucoup plus complexes les résultats d'arrivée. Donc la différence, ça c'est ce qu'il faut retenir. Ce qui était avant, si vous retenez pas, c'est pas dramatique, hein. C'est plus si jamais vous avez vraiment envie de vous plonger dans les maths et voilà. Dans l'informatique classique, vous avez soit 0, soit 1. Ça, vous avez probablement déjà entendu parler. La différence entre l'informatique classique et l'informatique quantique, c'est que le qubit, lui, il va être un état superposé entre le 0 et le 1. Par conséquent, on peut pas utiliser les mêmes portes, le même système de portes, et donc cette algèbre de boules qu'on a vu juste avant, on doit utiliser des portes qui sont adaptées. Et c'est pour ça qu'on utilise les produits de Kronecker avec des portes qui sont plus complexes. On va noter à chaque fois sous cette forme-là les différents qubits. Alors, il y a marqué 0 et 1. Si vous avez envie que ce soit banane et chou ou je sais pas Shreux et vrai restaurant, vous pouvez. Vous mettez ce que vous voulez à la place de 0 et 1. C'est vraiment c'est des états juste qui sont différents. Concrètement, on va représenter ça en général par un spin qui va valoir moins h sur 2 ou plus h sur 2 pour les électrons. Donc ça va correspondre à une polarisation. Mais d'un point de vue informatique, étant donné qu'on avait l'habitude de travailler avec des 0 et des 1, on va noter ça comme le vecteur ou le ket 0 et le ket 1. Très important, si vous faites une multiplication avec 0, c'est-à-dire si vous faites par exemple alpha fois le ket 0, ça va pas vous donner juste 0, ça va vous donner vraiment le ket 0, c'est un vecteur à part entière qui ne vaut pas 0. C'est juste une façon de représenter les données. Et étant donné qu'on a que deux possibilités ici, on a décidé de faire de façon binaire en prenant 0 et 1, mais c'est deux possibilités totalement différentes. Donc si on prend plusieurs qubits, là c'est le moment où ça devient un peu intéressant, il faut suivre. Donc j'ai pris la notation, les coefficients pour le premier sont alpha et bêta, et les coefficients pour le deuxième sont gamma et delta. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment deux notations. C'est-à-dire soit vous notez en fonction de ket 0 et de ket 1, soit vous notez sous la forme d'un vecteur avec une première direction et une seconde direction. Bon, comment ça se passe si jamais vous intriquez et vous superposez donc ces deux éléments? Vous allez utiliser donc le produit de Kronecker et vous allez obtenir non pas deux états mais quatre états à la fin. Ceci. Et très important, étant donné qu'on joue avec des probabilités, si vous faites la somme de toutes les amplitudes au carré, vous devez obtenir 1. Sinon, c'est que vous avez de la perte de connaissance en route et qu'il y a des électrons qui sont partis un peu trop loin. Mais dans tous les cas, normalement, vous devez vous trouver avec une équation qui a comme somme des amplitudes en carré est égale à 1. Donc si vous faites la somme de alpha gamma plus alpha delta et toutes les amplitudes qui sont présentes, vous allez obtenir 1.
Il suffit de faire une factorisation et d'utiliser le fait que chaque qubit a pour amplitude somme des amplitudes au carré qui est égale à 1. Si jamais on décide de ne pas prendre 0 et 1, parce que 0 et 1, ça a un petit peu... Ouais, faut vraiment différencier le 0 de l'élément nul. Par exemple, on va utiliser la polarisation. Le premier qubit va représenter en fait la polarisation sud-nord et le deuxième, la polarisation ouest-est. Si jamais vous combinez ces deux qubits, vous allez obtenir des combinaisons de sud-ouest, sud-est, nord-ouest, nord-est. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que déjà, les différents zéros entre différents qubits ne sont pas liés. C'est-à-dire, ça peut ne pas représenter la même chose. Vous pouvez avoir le premier qubit qui est représenté par un électron et son spin, et vous pouvez être le deuxième qubit qui est, je sais pas, un élément, je sais pas, des photons dans un cas totalement différent. Euh, Vraiment, on peut mélanger d'un point de vue informatique les deux, mais les qubits ne représentent pas forcément la même notion physique derrière. Entre autres, les polarisations peuvent être combinées pour un seul électron, et à partir de ça, vous pouvez obtenir, donc si jamais vous avez des polarisations combinées, plusieurs états pour en fait un seul électron. Votre électron va représenter plusieurs qubits en même temps. Après, vous avez là c'est vraiment le cœur des études aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez trois types de qubits. Vous avez ce qu'on appelle les qubits réels. Donc ça, c'est ceux que vous allez trouver dans un ordinateur quantique, qui sont encore en stade de développement. Les erreurs sont de l'ordre de 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3. Je vais donner un exemple juste après de à quoi ça correspond cette erreur. Mais les qubits réels, c'est vraiment ce qui est en cours de développement par les physiciens. Après, vous avez les qubits réalistes. Eux, c'est des qubits qui sont simulés sur un ordinateur. Donc, par exemple, nous, on va pouvoir utiliser ces qubits réalistes. Euh, le principe, c'est qu'ils sont simulés par un ordinateur classique, mais ils simulent le développement actuel des qubits réels. Je m'explique, c'est-à-dire que leur comportement, entre autres en termes de précision et d'erreur, va être exactement le même que celui des qubits réels, à la différence près que ça va être sur un ordinateur classique et déjà vous avez une puissance de calcul plus grande pour l'instant avec un ordinateur classique. D'un point de vue études informatiques, c'est un peu plus intéressant de travailler avec des qubits réalistes où vous pouvez relancer votre exécution à chaque fois que vous avez quelque chose de modifié, plutôt que à chaque fois envoyer ça à un vrai ordinateur quantique pour lequel le processeur quantique est redéveloppé à chaque fois qu'il y a une application différente. Et vous avez ce qu'on appelle les qubits parfaits. Alors ça, c'est ce qu'on va l'outil avec lequel on va travailler de base avant de passer au qubit réaliste. Quelle est la différence? Ils sont toujours simulés sur l'ordinateur classique, mais ils ont très peu d'erreurs. Ils ont autant d'erreurs que en fait à votre ordinateur classique. On va prendre l'exemple des rotations. Parce que c'est très simple, vous pouvez le réaliser très rapidement avec un algorithme Python ou ce que vous voulez. Vous calculez cosinus θ, vous obtenez une valeur. Ce que je vous dis là, c'est que sur un ordinateur classique, votre cosinus θ, la valeur mathématique et la valeur réelle, non, la valeur mathématique pardon et la valeur calculée par votre ordinateur ne sont pas exactes. C'est pas là exactement les mêmes. Et cet écart est environ de 10 puissance moins 15. Comment vous pouvez vérifier ça? Vous avez mathématiquement, cette équation est vraie. C'est-à-dire vous faites n rotations selon un angle de θ, ou vous faites une rotation de n fois θ, c'est exactement la même chose.
D'un point de vue classique, si jamais vous faites la différence des deux, vous allez obtenir n fois 10 puissance moins 15. Donc ici, j'ai mis à peu près 10 puissance moins 15, mais en fait, ça dépend aussi du nombre de rotations que vous faites. Et ça va pas être égal à 0. Dans un ordinateur qui, lui, est quantique, si vous faites des matrices de rotation, alors c'est exactement la même opération, hein, si jamais vous faites une différence entre simulé et en réel, si vous faites une rotation, vous allez obtenir des erreurs qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3, et ceci multiplié par n. C'est-à-dire, vous faites 10 rotations, vous commencez à avoir une erreur de 0,1, votre résultat est totalement inexploitable. Déjà, 10 puissance moins 2, il est à peine exploitable. Euh, Quand on arrivera vers 10 puissance moins 5, 10 puissance moins 6, on va pouvoir commencer à vraiment utiliser ces ordinateurs quantiques pour des vraies applications. Mais pour l'instant, les ordinateurs quantiques sont très très loin d'être performants et entre autres, pour cela, on ne peut pas les utiliser pour des applications réelles qui nous intéressent. Ça, c'est un postulat qu'on a fait sur les mathématiques qui sont derrière. Euh, c'est pas très important, on va juste passer. Je reviendrai probablement dessus dans un autre cours. Alors, ça par exemple, c'est concrètement comment on réalise des qubits. Si vous prenez des fermions, alors les fermions, c'est une famille de particules dont fait partie l'électron. Oui, j'ai- d'accord. J'ai bientôt fini, donc on- normalement vous aurez le temps d'aller aux cheveux. Ne vous inquiétez pas. Juste, et je crois qu'il me reste, euh, je vais vous, ouais, il me reste 2 diapos, ça devrait aller. Juste, là, ouais, les fermions sont une famille de particules dont fait partie l'électron. Et entre autres, une particularité de ces fermions, c'est que ils sont déterminés et ont une caractéristique qui s'appelle le spin. Et ce spin, vous en avez un selon les trois axes, les trois axes, les trois dimensions de notre espace. Ce spin, il a comme particularité d'être vraiment un multiple de h bar sur 2. C'est-à-dire que l'électron, à un moment t, il va être un multiple de h bar sur 2, donc plus ou moins h bar sur 2, selon les trois directions. Cette valeur, elle est déterminée par l'électron, mais elle est jamais connue du monde humain. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire une mesure selon l'un des axes, vous allez avoir une chance sur deux d'obtenir un spin de h bar sur 2 et une chance sur deux d'obtenir un spin de moins h bar sur 2. Euh, L'élément très important, c'est que lorsque vous allez faire une mesure, par exemple selon le vecteur, je sais pas z, vous ne pouvez pas faire en même temps une mesure selon le vecteur x ou y. Et si jamais vous refaites une mesure selon x par la suite, l'état ne sera pas forcément, enfin, ne sera pas influencé par l'élément z, et le spin selon z sera de nouveau un état superposé. Donc je prends un exemple. On fait une mesure selon x. On a une chance sur deux d'obtenir un spin up ou un spin down, donc de plus h bar sur 2 ou de moins h bar sur 2. Bon, mettons qu'on trouve moins h bar sur 2. Donc on sait maintenant que l'électron, si on n'y touche pas, il a un spin de moins h bar sur 2 selon l'axe x. On fait une mesure maintenant selon l'axe z.
ça ne dépend pas de la mesure selon l'axe X. On va à nouveau avoir une probabilité d'une chance sur deux d'obtenir un spin soit up, soit down, qui, par exemple, ben, cette fois-ci, on trouve un spin up. Si jamais on refait à nouveau une mesure selon l'axe X, le spin selon X, lui, sera à nouveau une chance de 1 sur 2 d'obtenir soit un spin up, soit un spin down. On ne peut jamais connaître le spin selon toutes les directions d'un fermion. Et les probabilités donc sont de nouveau réalisées. Donc si ça se trouve, on va retrouver un spin down, mais si ça se trouve, on va retrouver un spin up. Et c'est pour ça qu'on va utiliser uniquement l'une des directions pour nos qubits, mais on ne va pas pouvoir utiliser les trois. Parce que sinon, on va juste réinitialiser tout et perdre toutes nos connaissances. Entre autres, qu'est-ce qui est utilisé? Alors, c'est pas la technologie qui est utilisée actuellement, mais il y a 10-15 ans, c'était ce qui était prévu, et c'était l'étude en cours. C'était donc du coup d'utiliser ces fermions. Maintenant, on utilise d'autres technologies qu'on vous présentera un peu plus tard, mais qui sont un peu plus complexes. C'était vraiment d'utiliser uniquement le spin selon Z, et donc d'appliquer différentes portes qu'on appelle portes logiques quantiques sur ce spin selon Z. Les spins selon X et Y étaient totalement laissés de côté et ne nous intéressent pas étant donné qu'il n'est pas exploitable. Je pense que c'est bon. On verra dans le prochain cours, entre autres, quelles sont ces matrices, euh, comment, comment les utiliser, euh, comment dire, quels sont vraiment les phénomènes qui sont derrière et, et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai tous tués. Le cours sera disponible sur YouTube. J'espère qu'on arrivera en tout cas. Normalement, l'enregistrement est bon. Il n'y a pas eu de soucis. Si vous avez envie de revoir le cours, je vous en prie. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou sur le Discord. Je vous enverrai un lien pour rejoindre plus tard dans le week-end. Soyez pas effrayés par toute la partie mathématique que je vous ai présentée. C'est vraiment, j'ai voulu vous montrer quelles sont les possibilités si jamais vous êtes intéressé par la partie physique et non pas par la partie informatique. Si jamais c'est vraiment, si jamais vous ouvrez un livre d'informatique ou de physique quantique, vous allez avoir toutes ces notions qui seront redéfinies tout au début et qui vont être utilisées par la suite. Et il y a des moments où ça peut être très clair et tout d'un coup on vous parle je sais pas, d'un espace de Hilbert et vous savez pas d'où il sort. Et ce que j'ai voulu faire, c'est juste redonner quelques connaissances sur ce sujet à propos des maths. Mais c'est pas fondamental pour comprendre l'informatique quantique. C'est plus si jamais vous voulez vraiment ouvrir des livres. Et j'espère que ça vous a plu. On a passé pas mal de temps à écrire ça avec Albert et on espère vous voir. Donc ça sera probablement la semaine prochaine, en fonction de vos disponibilités, probablement le même horaire. Peut-être plus tôt, peut-être plus tard, on verra, mais voilà. Je vous remercie de votre attention.